suis de retour chez nous, maître. C'est la belle qui a tué la bête. Bienvenue à Sunnyside, mes petits. Je suis ton dieu. Qui crois-tu être, panda? Le Un Dagobert. menu médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. Fais ton grain. Dites-moi comment la compagnie peut faire des profits. Bonne journée. Je ne suis pas satisfait. T'imagines? Si ça se trouve, il y a un mec qui est là-haut, qui fait comme nous, qui nous regarde. Voyons, si j'avais su, je me serais arrangée, hein. Tiens, je m'en poudre un petit peu. C'est jamais. On aime l'animation et la science-fiction. Bienvenue dans Valentoons, le podcast cinéma. Je suis Valentin. Je suis Cartoons. Et nous sommes réunis pour vous parler d'Elio. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à celle de Cartoons. Nous sommes aussi présents sur X, Sens Critique, Letterboxd et Captain Watch. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis si vous aimez nous écouter, il faut nous soutenir. Laissez un petit pouce en l'air, partagez les épisodes à vos proches et vous rédigez votre avis dans les commentaires. Dans cet épisode, on va parler avec spoiler de Elio, réalisé d'abord par Adrian Molina, à qui on doit Coco, puis repris en main par Domichi, la maman de Alerte Rouge, ainsi que de Madeline Charafian, qui n'a pas fait grand-chose. Elle avait fait un petit film d'animation avant de travailler chez Pixar. Elio, c'est produit par Disney et Pixar pour un budget estimé à 150 millions de dollars. C'est avec les voix françaises de Nathan Dupont pour Elio, Zita Hanroth pour la tante Olga, et puis Emmanuel Jacomi pour le seigneur Grigon. Cartoons, de quoi parle Elio? Elio, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vient de perdre ses parents. C'est littéralement les 3 premières secondes du film. Il est donc refilé à sa tante qui essaie de communiquer, de s'occuper de lui comme il se doit. Et le petit Elio, suite à une expédition de son propre gré là où travaille sa tante travaille à la NASA, un centre de recherche astrologique, on va appeler ça comme ça. Et il se découvre une admiration pour la vie au-delà de la planète Terre, et se sentant totalement rejeté et différent et perdu à cause de l'absence de ses parents, il va se mettre en tête d'aller se trouver son petit monde à lui dans l'espace. Voilà, ça va être l'arc du personnage jusqu'à ce qu'il arrive enfin à communiquer avec une forme de vie pas forcément supérieure, mais une forme de vie extraterrestre, ce qui va l'amener à rencontrer des amis comme des figures d'obstacles. Voilà. Très bien. Peut-être préciser que, comme je l'évoquais, que le film a d'abord été confié à Adrian Molina, que ça devait être son projet et son histoire, et qu'après il a été repris en main, si on peut dire, par 2 réalisatrices qui l'ont pas mal transformé, et que du coup Pixar accouche de ce film qui sort aujourd'hui 2 semaines après Lilo et Stitch, le remake. Dans l'ombre totale de cet étron cosmique d'ailleurs. Et oui, c'est pour ça que j'ai ça justement, parce que je voulais y venir après. Donc dans ce contexte, qu'est-ce que tu attendais de Elio? Quelles étaient les promesses? Mon attente, elle était simple, c'est juste Pixar, montre-moi que t'as encore du plomb dans l'aile. Voilà, c'était juste ça l'attente que j'avais du film. Comme je le dis souvent, bon, ça va être un peu bizarre par rapport aux deux films précédents qu'on a traités, mais comme c'était des remakes live action, là je me suis pas privé de regarder les bandes annonces pour voir à quoi ça allait ressembler, puisque de toute façon, il y en avait un, mes espoirs étaient pas très grands, et l'autre, mes espoirs, ils étaient anéantis avant même qu'ils aient poussé. Lui, j'ai voulu me préserver comme pour Vice Versa 2, Le Robot Sauvage et d'autres, tous les films que je vois, j'ai voulu en voir un minimum. Il y avait juste le design du méchant que je trouvais très cool. Je me disais, ah tiens, ils ont fait un meilleur Gantou un meilleur Gantou Zurg que Disney avec leur remake live à la con. Donc voilà, c'était la seule hype que j'avais, et ma seule envie c'était Pixar montre que tu survis à ce carnage qui est devenu Disney, quoi. Voilà, c'était ma seule attente. Et toi? Eh bien, moi j'avais vu la bande-annonce sans crier gare. Je suis obligé, tu sais, quand tu vas dans une séance au ciné, ils passent les bandes-annonces en boucle, donc quand t'es là un petit peu avant, tu es obligé de les subir. À chaque fois que je la voyais, ça me faisait de plus en plus peur. Et en fait, moi, sur l'annonce du projet, tu vois, un gamin qui va dans l'espace, fait par Pixar, j'en attendais beaucoup. Enfin, je me suis dit, ça peut vraiment me parler, quoi. Parce que forcément, ça évoque la science-fiction, tout ça que j'adore, et ça peut que parler de thèmes que j'aime beaucoup. Et la bande-annonce m'avait grave refroidi. Tu vois, justement, le design, l'univers, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, j'arrive pas à adhérer à ce que je vois dans la bande-annonce. Et donc, en fait, je suis rentré dans la salle en ayant très peur, mais en voulant beaucoup aimer le film. En me disant,
disant allez, je vais aimer, je vais y arriver. Et un peu aussi comme toi, de se dire j'aimerais bien que Pixar me montre qu'ils en ont encore sous le capot des voitures de Cars, quoi. Qu'ils peuvent encore envoyer un film à la hauteur de ce qui est censé être Pixar, de ce que fut Pixar. Voilà tout. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup au final? Je suis ressorti de ma salle assez très satisfait. On est loin des grands. Si tu veux, si Wall-E avait des chevilles, le film lui arrive au talon, quoi. Voilà. Pixar ne m'a pas prouvé qu'ils étaient encore capables d'un premier vice versa, même si moi j'ai mon rapport personnel avec le film, ou d'un Ratatouille, ou des grands Pixar de l'époque. Mais en attendant, je suis quand même ressorti assez conquis. J'ai beaucoup rigolé. Il y a un petit moment où j'ai retenu ma larmichette. Rien que ce que j'ai abordé dans le pitch, rien que l'idée d'un petit garçon qui se sent pas à sa place dans ce monde. Là, ça parle à des choses qui, un point sensible qui m'est personnel. Un petit garçon qui se sent pas, un enfant qui se sent pas à sa place dans son monde et qui va se dire, du coup, je vais quitter ce monde pour aller sur une autre planète. Je trouve ça d'une simplicité extrêmement touchante. Déjà, rien que le film, par ses premières minutes, m'a vendu un concept qui me dit, ok, embarque-moi, je suis curieux de ce que tu as à me présenter. Le film se porte plutôt bien, l'univers, il est assez créatif. Par exemple, il y a la faune extraterrestre, il y a pas un seul design qui se ressemble. Le méchant a un design très très cool, très créatif. Je pense par exemple au fait que on le vend comme ayant 4 yeux, mais en fait ces 4 yeux c'est un hologramme, et quand il se met à viser avec son canon blaster qui lui sert de bras, en fait les 4 yeux se regroupent pour faire un seul énorme œil qui vise. Donc voilà, le film est truffé d'idées comme ça. Donc voilà, je me disais ça c'est ce que j'aime dans l'animation, de truffer un univers d'idées visuelles. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est par exemple un truc qui a été la force de Pixar pendant longtemps, c'est de rendre attachant des choses qui ne peuvent pas l'être au premier abord. Par exemple dans Onward, en avant, ils arrivaient à faire d'un vrai personnage émouvant une paire de jambes, qui était censé être le père des deux héros. Voilà, ça c'est Pixar, ça c'est ce qui me plaît. Pareil, Toy Story 4, je suis pas fan, mais l'idée de faire d'une petite fourchette un jouet et d'un vrai personnage, voilà, ça fait, pour moi c'est des trucs qui sont dans l'ADN de Pixar, et j'ai retrouvé ça ici, à savoir avec le personnage j'ai oublié son nom, la petite la limace extraterrestre qui devient l'ami de Elio. J'ai trouvé ça fort. Glordon, ouais, voilà. J'ai trouvé ça fort aussi d'arriver à me rendre attachant un personnage qui n'a littéralement pas de visage, qui n'a pas grand chose pour refléter son âme, et c'est un peu comme Bob de Monstres et compagnie, ils arrivent à rendre attachant le truc alors qu'il a qu'un seul œil, quoi. Ils arrivent à le rendre ultra expressif, et là finalement le cœur du personnage, c'est sa bouche, quoi, qui fait toutes les expressions. Donc voilà, j'étais beaucoup conquis par ça, et le cœur émotionnel du film m'a pas mal touché. J'ai beaucoup aimé le personnage de la tante. Il y a beaucoup d'idées aussi qui offrent des scènes assez cool. Il y a littéralement une séquence horrifique du point de vue d'un personnage, mais qui est comique par rapport au spectateur, et qui m'a également beaucoup fait rigoler. Donc c'est la scène où en fait, parce qu'il y a un procédé de clone que Elio utilise à son avantage pour tromper sa tante, mais la tante va se rendre compte que le clone n'est pas Elio. Elle va lui prélever un cheveu, mais en fait les clones, ils ont un truc, c'est que ils se reconstruisent tout seuls. Et donc du coup le cheveu en question va se regreffer au clone d'Elio sous les yeux de la tante, et ça offre une séquence vraiment comique horrifique qui marche super bien. J'ai beaucoup rigolé dans la salle. Et un autre point qui m'a touché, c'est ce rapport parent-enfant, le fait que un parent, même si c'est pas forcément ton parent de sang, parce qu'il y a le parent de sang avec le seigneur Grigon, et le parent adoptif avec la sœur, la tante Olga. J'ai beaucoup aimé ce truc de un parent, ça c'est un exemple qui n'est pas dans le film, mais quand un bébé pleure, un parent, il sait faire la différence entre un cri de tristesse, genre je me suis fait mal, et un cri de j'ai faim, quoi. L'instinct parental, il est bien abordé dans le film, et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de le revoir, ça m'a touché. Voilà, il y a des points qui titillent, mais j'ai trouvé que sur ces thématiques, il s'en sortait très bien, et voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages. On va y revenir. Donc voilà, je te laisse envoyer les sauts de merde. Non, pas à ce point-là. Moi, je suis triste parce que comme j'ai dit, je voulais l'aimer, et tout ce que t'as ressenti, j'ai pas réussi à le ressentir, quoi. Tu parlais de ce gamin qui a perdu ses parents, tout ça, mais il y avait de quoi me toucher. C'est la même chose que dans Lilo et Stitch, Elio et Lilo qui ont perdu leurs parents, et ils sont élevés par leur sœur ou leur tante, et leur vie va changer parce que ils vont rencontrer des extraterrestres. Enfin, c'est typiquement le truc qui est fait pour me parler, quoi. Et j'ai pas réussi
j'ai su rester hermétique à tout ce qui se passait. Tu parlais de Glordon, le copain Limace. Je suis d'accord avec toi pour en avant, par exemple, ou rendre un pantalon attachant. C'est un truc de dingue. Et j'ai jamais retrouvé cette maestria dans Elio. Glordon, j'ai jamais ressenti quoi que ce soit envers ce personnage. Comment instinctivement, je me suis dit, c'est parce qu'il a pas d'œil. Et donc, parce que Bob Razowski, il a un œil. Donc, ça, tu peux déjà faire passer rien qu'avec un œil. Mais du coup, tu viens de trouver le contre-argument avec le pantalon. Donc, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a pas marché. Qu'est-ce qui fait que dans le pantalon d'en avant, je ressens quelque chose et dans ce Glordon qui a pas d'yeux, je ne ressens rien. Donc, pour le coup, je sais pas là-dessus. Mais il y a plein de choses. Tu vois, par exemple, le Elio. Oui, le gamin qui est différent, qui est seul et donc, du coup, qui veut s'échapper et trouver son monde ailleurs que là où il est. Je pourrais m'investir là-dedans si Pixar l'avait pas déjà fait 15 fois. Russell dans là-haut, c'est le même gamin. Enfin, le gosse dans En Avant. C'est pas le protagoniste. C'est pas le protagoniste, Russell. Non, mais tu veux, cet archétype, ça a déjà été vu. Alors déjà, même 1000 fois dans le cinéma, mais si on se réfère que dans Pixar, tu vois, si Pixar l'avait jamais fait, ça peut être à la sauce Pixar, ce truc-là. Mais même Pixar l'a déjà fait plein de fois. Donc Russell, oui, même si c'est pas le gamin principal, mais cet archétype a déjà été vu. Les gamins dans Lucas, c'est un petit peu le même type aussi. Tu vois, ils sont seuls, ils vont trouver le moyen de surmonter ça ensemble. Le gosse dans En Avant, c'est pareil. Enfin, j'ai trouvé que ça manquait de fraîcheur. Tu sais qu'il y avait plein de petites idées. Moi, je suis pas d'accord. J'ai trouvé ça assez vide, en général, assez plat. Ouais. En fait, le film est pas mauvais. C'est juste que par rapport à ce que j'ai ressenti dans d'autres Pixar, à ce que d'autres Pixar étaient capables de faire, je trouve le truc bien en dessous et bien décevant par rapport à ce que... Tu vois, j'ai pas envie de défoncer le film. C'est pas mauvais, c'est sympathique, mais c'est un Pixar, bordel. Tu disais qu'il arrive à la cheville de Wall-E. Pour moi, il l'atteint même pas à la cheville. J'ai dit si Wall-E avait une cheville, il lui arriverait pas au talon. En tout cas, je suis même pas d'accord avec ça. Pour moi, on peut même pas. C'est même pas sur le même principe. Non. Je vais te répondre à un truc que toi-même tu m'as déjà dit. C'est toutes les histoires du monde. Toutes les histoires du monde ont déjà été racontées. Même pour Pixar, oui. Ça commence à devenir difficile de se renouveler. Oui. Ok, le héros qui veut s'émanciper. Ok, ça a déjà été vu. Mais comme ça, un petit garçon qui se sent pas à sa place parce que il a perdu ses seuls repères. Il est jeune. Il a perdu ses seuls repères qui sont ses parents. Et il se dit du coup, ce monde n'est plus pour moi. Je vais aller le chercher ailleurs, dans l'espace. Moi, j'ai pas vu ça dans les autres Pixar. Généralement, c'est toujours aller dans la contrée du coin pour faire un voyage initiatique et je sais pas quoi. Là, en plus, il s'en fait une fixette. Si tu veux, c'est plus la question de... Bien sûr, et je maintiens que oui, toutes les histoires du monde ont été racontées. La question, c'est comment tu l'enrobes. Le paquet que tu mets autour, qu'est-ce que tu vas ajouter à côté. Et en fait, quand je disais oui, cet archétype a été vu et chez Pixar... En fait, c'est que ce soit déjà pas mal revenu chez Pixar. J'ai déjà vu ça à la sauce Pixar, alors peut-être en moins pas centré sur un film en entier, mais il y a déjà ça. Et en fait, c'est le truc que, pour moi, il ne reste que l'archétype parce que Pixar, c'est des films où tu crées tout un univers à côté, où l'enrobage est magnifique. Parce que le monde de Nemo, le père qui a perdu son gamin et qui va aller chercher au bout du monde, oui, ça a été vu mais 15 000 fois, mais c'est l'univers autour, le package à côté, c'est de l'inédit. J'ai jamais vu ça comment assemblé de cette manière. Ici, je trouve l'univers d'une pauvreté par rapport aux autres Pixar. Même Coco, que je déteste, avait su créer un univers tout autour de son concept de base. Tu vois, Pixar, c'est ça l'identité, c'est on crée tout un univers de monstres au travail, tu vois, toute une ville, tout un pan entier. Là, je trouve le film, alors non pas que le film n'a pas essayé de créer son propre univers et ses propres éléments à lui, mais je trouve ça d'une pauvreté. Les décors, c'est la plage, le centre de recherche et le pauvre petit bout de vaisseau organique alien, quoi. Je trouve les décors vides. Je trouve que cet univers ne vit pas assez. Non pas qu'il ne vit pas, il ne vit pas assez. C'est toujours les mêmes 15 personnages qui reviennent tout le temps autour d'Elio pour dire ah bah vous êtes le représentant, nanana. Oui, mais cet univers ne vit pas. En fait, pour moi, c'est prendre le problème à l'envers. Tu dis par rapport aux autres Pixar, je peux concevoir, mais pour moi, c'est limité Pixar, enfin peut-être pas limité, mais c'est limité Pixar à un cahier des charges. Mais est-ce que ça pose problème au film en lui-même? Non. Bah oui, si, parce que j'arrive pas à m'investir. Il ne reste que l'archétype. Et l'archétype, je l'ai déjà vu. Si tu n'arrives pas à me l'enrober autrement, il ne reste que ça. Et ça, je l'ai déjà vu. Je dis pas qu'il faut qu'il crée un univers forcément énorme à chaque fois. Mais en tout cas, la manière d'enrober la chose de Pixar, ça a toujours été de créer un univers de ouf à côté. Donc bah moi, vu que tu m'as toujours offert ça, que c'est l'identité du studio, je m'attends à l'avoir ici. C'est pas forcément parce que je l'ai pas. Regarde En Avant, c'est pas un univers de malade non plus. Mais il y avait suffisamment d'enrobage, de richesse à côté, de personnages secondaires pour pouvoir... Je sentais que cet univers était riche, tu vois. Même si c'était pas l'univers le plus incroyable qui créait Pixar. C'est pas forcément ça que je demande. Mais en tout cas, le studio me l'a souvent vendu comme ça. Et là, de ce que le film laissait présager, je me dis, mais vous avez tout pour réussir. Vous allez emmener un gamin dans un univers extraterrestre, en plus, qui là est un petit peu plus cartoonesque que Wall-E. Donc, justement, démarquez-vous de ça. Faites autre chose que Wall-E. Ils ont fait autre chose que Wall-E, justement. Ah, et c'est très bien. Mais ils ont tenté d'aller dans une autre direction, mais
mais cette direction, ils ont rien développé autour, ou pas assez. Je sens que le truc est vide. Non, moi je trouve pas. Comme j'ai dit, les aliens, il y en a pas un qui se ressemble, donc il y a cette idée parce qu'en plus ils veulent rassembler les peuples, donc voilà, ça. Je suis d'accord. Il y a ce design que je trouve excellentissime, cette espèce de roche, il a presque une gueule de smiley qui parle comme un robot. Enfin, j'ai trouvé que c'était très inventif. Encore une fois, le design et tout l'univers du seigneur Gridon là, j'ai trouvé ça ouf. Le fait qu'en fait ce soit une armure, que cette armure en fait c'est un peu le procédé inverse des papillons. Au début c'est des larves et en fait ils ont leur armure, c'est un peu leur chrysalide qui devient leur corps indépendant. Ça j'ai trouvé que c'était assez peut-être pas impressionnant, mais voilà un nouvel élément que j'ai jamais vu quoi dans un truc Pixar pour le coup. Cette créativité je la reconnais volontiers. En fait c'est pas j'ai pas dit que le film était nul à chier sur tous les points, tu vois. Il y a pas de problème sur ces éléments-là. Ce que je veux dire c'est que ça se limite à 15 personnages du monde alien. Le seigneur Grigon, il a beau avoir ce design un petit peu plus particulier que les autres. Il y a autour c'est vide. Dans son vaisseau, c'est le vide absolu quand il s'en éloigne un petit peu là sur la plateforme, c'est le vide de l'espace. Il y a jamais un décor riche, jamais des figurants qui passent par là. Dans Monstres et compagnie, tu t'arrives dans la salle, t'as des tonnes et des tonnes de monstres. Dans Monstres Academy, on n'en parle même pas, ils en ont fait des milliers des monstres différents. Peut-être qu'il n'y a pas ça, mais par exemple, moi je retiens le fait que ces gardes se transforment eux-mêmes en trône pour lui, quoi. J'ai ça à retenir, quoi. Il y a peut-être pas ce que tu cherchais, mais il y a autre chose. Ah, c'est pas forcément ce que je dis, ça pouvait être quelque chose qui pouvait mieux enrober l'archétype principal, c'est ça que je veux dire. C'est une petite idée par là. Et pour du Pixar, je trouve ça décevant. Pixar, ça foisonne d'idées, ça foisonne partout. Là, oui, il y a quelques idées intéressantes, c'est pour ça qu'on passe quand même un bon moment, enfin que j'ai pas boudé pendant toute la séance, mais c'est pas assez, vous avez pas été assez loin, j'en demandais plus, quoi. En plus, je voulais apprécier le truc. Quand Elio est embarqué par le groupe, là, il arrive dans cette espèce de grand truc extraterrestre, je me dis, le design est sympa de loin, mais quand t'arrives dedans, t'as pas un figurant, t'as rien, c'est assez lisse, c'est ce que j'appelle de la fainéantise. Tu sais, c'est des espèces de formes non détaillées, et je trouve que c'est feignant. Pour du Pixar, c'est feignant. T'as 15 personnages qui arrivent avec, oui, des designs différents, donc ça reste plutôt agréable, mais j'ai pas l'impression que cet univers vit. J'ai pas l'impression que c'est crédible parce que ça ne vit pas. Bah moi je le trouve pas très éloigné d'un Luca en fait. Luca, ça reste dans la simplicité d'une petite ville italienne. Et encore, je suis quasiment sûr qu'il y a beaucoup plus de vie dans Luca parce que quand ils sont sur la place et tout, t'as une trentaine de figurants à chaque fois. L'univers vit plus parce que déjà t'as aussi la spécificité visuelle de la ville, puis l'ambiance, le changement d'animation aussi. C'est plus de la 3D lisse habituelle. Dans Luca, tu vois, l'enrobage est un petit peu plus fourni. Ici, c'est beaucoup plus feignant. Et en fait, je pense que le problème de fond, c'est le bordel autour de la création du film, tu vois. Ah oui, ça. J'ai senti en fait à un moment, surtout vers la fin, je sens que Adrian Molina, qui s'occupait du film à la base, je sens qu'il voulait raconter son histoire. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi vous l'avez remplacé? Parce que il fallait qu'il aille faire Coco 2 parce qu'ils sont dans leur bordel de suite à gogo là. Pourquoi vous l'avez viré? Il y avait un Pixar qui avait pas besoin de suite, c'était Coco, mais bon. Ah oui, mais bon, ils l'ont viré de ce film-là. Ils ont dit, bah non, tu raconteras pas ton histoire parce que le réalisateur, il avait dit, ouais, c'est un projet qui est ultra personnel. Je vais raconter cette histoire parce que c'est mon histoire. Et en plus, j'ai vu qu'au début, ce qui était prévu, c'est que Elio, il ne voulait pas aller dans l'espace. Et qu'en fait, il avait apparemment encore sa mère et il avait pas perdu ses deux parents, il avait encore sa mère. Et que du coup, vu qu'il avait sa mère, il voulait rester sur Terre, mais il avait quand même cette problématique. Et tu vois, rien que ça, déjà, ça le différencie de ce que je disais tout à l'heure, d'un Russell ou quoi. C'est plus le même archétype déjà, plus exactement. Et le fait qu'il veuille pas aller dans l'espace me paraît une meilleure idée que celle d'un gamin qui veut absolument se barrer à l'autre bout du monde sans aucune conscience. Parce que tu vois là, Elio, il veut se barrer, mais je me dis, mais tu sais même pas si ça. Alors oui, c'est un gamin, mais tu sais même pas si ça existe. Mais oui, mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez Elio, c'est la naïveté crédible d'un enfant en fait. Toute la merde qu'il fait chez les extraterrestres, j'ai pas eu ce souci de me dire bah oui, mais c'est toi qui as foutu la merde. Je me suis dit, mais c'est un gosse, il est en deuil et il est dans son univers. Il vient d'arriver dans son univers. Pour lui, c'est un rêve. Donc moi, j'ai bien aimé cette naïveté crédible en fait du gamin en fait. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ça, pour moi, ça suffit pas à ce que je sois derrière le gamin et que je le comprenne. Pour moi, juste il est naïf, il a perdu ses parents, machin. Pour moi, ça suffit pas parce que par exemple, quand je vois un Carl dans là-haut, il a vu le documentaire où on lui montre que les chutes du paradis, c'est présent quelque part et que le mec il y va. Donc en fait, il a une raison de s'accrocher à ça et de vouloir absolument y aller après. Parce que si tu enlèves ça, tu me montres le Carl qui après va aller aux chutes du paradis, me dit mais il est complètement con. Et c'est un gosse encore à ce moment-là. Donc c'est la même chose que dans Elio, tu vois. Je me dis il serait complètement con de s'accrocher à ça s'il a pas vu le documentaire. Là, c'est un Carl qui a pas vu le documentaire. C'est Elio, il a aucune preuve. Tout le monde dit c'est
n'existe pas. il voit le truc, c'est littéralement ce qui lui déclenche l'idée. Il voit le documentaire dans le musée. Non, parce que là, c'est une question d'existence d'extraterrestres. Dans là où il sait que les chutes du paradis existent dans un endroit sur Terre, puisqu'il en revient à l'autre. Là, il aurait manqué, par exemple, une scène où Elio a la preuve de l'existence extraterrestre et pas les autres. Peut-être qu'il soit le seul à avoir une preuve. Ça, par exemple, ça aurait mieux marché. Non, justement, je trouve que ça marche mieux parce qu'il y a cet espoir. En fait, ce qu'il veut, c'est se trouver une nouvelle famille. Or, nous, on sait, parce qu'il doit faire son deuil, que ça n'arrivera pas. La mort, c'est quelque chose d'irrémédiable. Donc, en fait, il y a toute la métaphore qu'il croit en quelque chose qui ne peut pas arriver. Donc, c'est ça la métaphore à côté de la vie extraterrestre. C'est de retrouver ses parents, en fait. Et ça, il peut pas le faire. Donc, c'est ça la métaphore qu'il y a derrière, en fait. J'aurais été plus derrière le personnage si j'étais pas tout de suite extérieur par le fait qu'il soit entêté là-dedans, tu vois, dès le début. J'arrive pas à être derrière le personnage et à comprendre ce qui le motive à faire ça exactement, tu vois. Je préfère l'idée originale il voulait pas y aller et il est emmené de force. Et là, tu vois, pour moi, la métaphore marche mieux dans ce sens-là. C'est pour ça que je pense que le problème vient de la production de base, parce que laisser le mec raconter son histoire comme Luca, laisser le mec raconter sa propre histoire. Et là, ça a été parasité et je sens que deux visions s'affrontent et je pense que c'est pour ça que le film me parle pas, parce qu'il y a deux personnes qui se sont appropriées des personnages différents de différentes manières et je sens que tout ne colle pas. Enfin, j'ai peut-être une obsession là-dessus, hein. Peut-être, c'est possible. Enfin, j'essaie d'expliquer ce qui fait que j'ai bloqué dessus, quoi. Non, mais je peux comprendre, mais ouais, il y a plein de trucs qui ont contrebalancé. Par exemple, au départ, ce truc, parce que je voyais les bandes annonces, je me disais, il a un pansement sur l'œil, je me disais, ils vont montrer un gosse avec un handicap, c'est un peu original. Et en fait, non, ça arrive dans le film, et c'est juste il s'est bagarré, donc il a une infection à l'œil. Et je me dis, mais vous mettez ça, mais pourquoi ça ne sert à rien? Et au final, non, ça sert de ressort émotionnel par rapport à la tante qui va enlever le pansement et va voir du vide quand c'est le clone. Et quand elle le retrouve vraiment, elle enlève le pansement pour se rendre compte que c'est vraiment lui. Donc je me suis dit, ah non, en fait c'était un pansement de Tchekhov, ok. Et ça contribue à l'émotion de la scène. Donc une petite idée qui marche bien, quoi. Et moi je le redis, mais j'ai adoré ce passage avec le cheveu qui rampe dans toute la maison avec avec la meuf qui se décompose, quoi. C'était excellent, quoi. Alors là, par contre, ça m'a mis en colère. J'ai retrouvé les mauvais penchants de Vice Versa et de Pete Docter. Pour moi, on en parlait justement de ce côté. En fait, on est bloqué dans le scénario et on doit trouver une idée saugrenue. Et c'est tout ce que j'aime pas chez Pixar. Tu vois, cette idée du cheveu, mais à quel moment ça peut arriver dans cet univers-là? C'est comme le délire du roi des ondes, là. Ils sont bloqués dans l'espace et ils font des pirouettes incroyables. Il a fallu trouver le fait qu'en fait, il y a un roi des ondes dans chaque pays et qu'en fait, chacun se coordonne comme ça. C'est impossible. Même dans un univers de cartoon, je suis désolé, moi, j'y crois pas un instant. Ça sort du chapeau, c'est du Pete Docter dans le texte, quoi. Alors que pourtant, il travaille pas. Celui-là, je suis d'accord, ça sortait vraiment de nulle part. Mais par contre, non, le coup du cheveu, c'est installé que les clones, ils se recomposent. Ça passe mal visuellement. Enfin, j'adhère pas à l'idée telle qu'elle est comme ça. Le cheveu qui rampe tout seul, mais je suis sorti du film immédiatement, quoi. C'est pas possible. Un cheveu qui rampe tout seul par terre, même dans un univers de cartoons, moi, je peux pas. Et ça, et puis l'idée du roi des ondes, tout ça, moi, je suis sorti totalement du film à la fin, donc ça a participé aussi du fait que, non, j'y adhère pas. Un trope aussi qui revient, et on en avait déjà parlé, ça aussi, hein, chez Pixar et dans d'autres films, les sales gosses qui font chier le personnage principal, là. On en avait parlé dans Wild Robot. Wild Robot, oui, voilà. Et puis on a aussi un petit peu dans Luca aussi. Ah oui, le Hercule. Ouais. Genre, je supporte plus. Ouais, mais arrêtez. Lui, c'est dans Luca, j'accepte pas plus, c'est le méchant du film, donc. Non, mais je parle là dans Elio. Arrêtez avec ça suffit. C'est pas super présent dans le film. Je trouvais que c'était un peu légitime parce que c'est un peu Elio qui a cherché au début, donc voilà. Mais j'ai moins trouvé ça grossier que dans Wild Robot où c'est vraiment pour faire chier là, genre. En plus, ça revient pas de tout le film dans Wild Robot, donc. Ah, je suis vraiment embêté par ce film. Même à la fin, il y a pas de conséquences. Tout est bien qui finit bien. Aucune conséquence pour les personnages. Enfin, moi, j'ai trouvé que, quand je suis sorti du film, je me suis dit, Pixar, il nous a livré une meilleure Ohana que Disney avec son remake à la con. Oh bah oui, ça c'est pas compliqué. Oui, ça c'est pas compliqué, mais c'est pour le coup, on n'a pas parlé de l'antagoniste du coup. Je suis à la fois content et déçu parce que il a une présence qui fait bien le taf. Son design, je le trouve assez incroyable. Il est, moi je dis, on dirait vraiment un nouveau Gantou mais avec une touche de Zurg. En fait, sa rédemption, en fait, c'est un peu comme Stoic. C'est ce que tu attends un peu tout le long du film, qu'il accepte son fils. Mais c'est juste le merci au revoir à la fin qui gâche un peu tout, quoi. J'ai trouvé ça d'une platitude, c'est pas possible. Enfin, c'est un non méchant, jamais il inspire la menace. Ah si,
si, quand même. Y a rien. Quand il le dupe avec le clone, j'étais un peu investi. Je me suis dit, à tous les coups, Gordon, il est tellement con que c'est le vrai dans la capsule et c'est le clone qui est... Bon, c'est pas grave. Mais quand il le dupe avec le clone et que 2 secondes après, il a réduit le clone en bouillie parce que et il commence à dire un père, ça sait toujours que si c'est son fils ou pas. Là, je me suis dit, ok, là, ça va saigner. Ce petit passage-là, globalement, ça a créé sa petite tension qui faisait son effet, quoi. Ah, j'ai jamais ressenti de tension avec ce personnage, quoi. Jamais il a inspiré la moindre crainte en mon être, quoi. Jamais. Tu dis le design incroyable, je suis pas loin de te rejoindre sur le fait que oui, le design est sympathique. Tu vois, pas incroyable, je dirais sympathique, enfin, j'ai rien à dire là-dessus. C'est plus, comment il est traité dans le film, cette fin guimauve au possible, et puis c'est pas que c'est la rédemption le problème, c'est... J'aime bien ce qui tourne autour de lui, d'accepter son fils, tout ça, de quitter l'armure. Ça, c'était fort. Ouais, qu'il arrache l'armure, c'était beau. C'est beau, mais il y a rien avant. Je suis pas investi avant, donc quand ça, c'est beau. Oui, enfin, c'est beau en soi, mais j'aurais été investi dans ce personnage. J'aurais versé ma larme aussi. Mais vu que j'ai jamais été investi dans ce personnage, c'est pas ce passage-là qui m'a fait verser ma larme. Hein. Bah, c'est de beauté. Enfin, c'est. Ah oui. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais le problème, c'est qu'il y a rien avant. Donc quand ça arrive, bon, c'est sympa. Ça me fait chier en plus. Hein. Ça me fait chier parce que je sens que j'aurais pu adhérer, mais il y a rien avant qui m'investit suffisamment pour arriver à ça. J'ai l'impression que c'est encore un énième Disney sans méchant, alors qu'il y a un méchant dans le film. Mais j'ai ressenti aucune menace. Il y a pas de conséquences. Il détruit rien. Il se passe rien avec lui. Ouais, c'est un peu vrai. Ouais. Et là, que ce soit un Pixar ou pas, enfin, il faut un minimum. Il y a pas de conséquences à ce qui se passe. Ça va pas. J'ai quand même été investi dans certaines choses parce qu'il y avait toute la tension. Gordon, je m'étais un peu attaché à lui, je m'étais assez attaché à lui, donc il y avait la tension du moment où il est tout frigorifié dans le vaisseau. Ça me faisait un peu penser à E.T. Alors par contre, c'est totalement E.T. Même sur la fin, tu vois, Elliot déjà. Ah oui, oh là là. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah ouais. Et puis à la fin, tu vois, les 2 univers qui doivent se séparer. C'est E.T. rentre à la maison et puis tu vois, enfin, bon, c'est complètement E.T. Alors ça, oui. Par contre, je vais défendre le film là-dessus, c'est que j'ai vu beaucoup de gens dire il y a beaucoup trop de références à la SF machin. Enfin, ça a toujours été dans Pixar. Hein. Ils font référence aux films assez célèbres. Tu vois, il y a une référence à Alien, à Terminator aussi avec le pouce, à Alien quand. Ah oui, il y a une petite référence à Terminator. Voilà, donc il y a Lilo et Stitch, il y a E.T., il y a Terminator, Alien. Et puis vous approchez jamais de Wall-E parce que les refs à 2001, ça y va. Hein. Oui, c'est ça en fait. En fait, on peut pas attaquer le film là-dessus. Enfin, c'est normal et heureusement qu'il y a des références à des films mainstream pour le jeune public qui pourrait passer par là, qui aurait pas vu ces films-là. Ça peut être Enfin, on peut pas attaquer le film là-dessus parce que sinon on t'attaque tous les Pixar là-dessus. Donc pour le coup, je défends le film là-dessus. Il y a pas 15 références par plan, hein, faut pas abuser. Oui, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Olga pour le coup. Elle m'a fait penser à son équivalent Lilo et Stitchien évident. Hein, c'est Nani, ouais. Bah oui, mais sans aucune substance. Oh non, c'est Nani de Wish. Bah si, Ah non, pas de Wish. Hein. Cette merde là. Non, bah voilà, c'est une Nani, une sous-Nani. Non. Bah non, rien que par cette scène, rien que sa première scène, j'ai bien aimé quoi qu'elle essaie de deviner son plat préféré alors que le gosse il est terré sous la table quoi pour toujours essayer de créer du lien quoi. Pourquoi elle va l'abandonner au camp de scouts? Enfin, abandonner, on s'entend. Enfin, pourquoi elle va le refourguer au camp de scouts? Non, fais pas ça. Je t'appréciais un peu dans le film, je commençais à t'apprécier et tu vas le refourguer à un camp de scouts, c'est pas possible. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai bien aimé la façon dont le film traite la parentalité instinctive. Moi, le moment où j'ai vraiment commencé à bien l'aimer, c'est quand c'est sa relation avec Elio, mais c'est aussi sa relation via le clone en fait, qui la met face au Elio qu'elle aimerait que de temps en temps il soit, et que par ce biais, ça lui fait se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas en fait, et qu'elle va s'en rendre compte tout de suite, et ça va la déterminer à retrouver le vrai petit garçon qu'elle aime quoi, jusqu'au moment sur la plage où ils se disent enfin tout ce qu'ils ont sur le cœur quoi. Encore une fois, c'est simple, mais je demandais juste à ce que ce soit là quoi, c'est tout. C'est pas inintéressant, mais c'est pas assez fort, je suis pas assez investi là-dedans. Je sens constamment que c'est trop important pour elle, son job, son emploi. Donc comment je peux être investi dans la force de sa relation avec Elio quoi. Son travail est toujours très important. Elle le refourgue les deux sont importants en fait. Oui, mais dans un film simple comme celui-là, va à l'essentiel. Pourquoi tu t'arrêtes sur ce travail? Concentre-toi sur la relation avec Elio, comme dans Lilo et Stitch. Nani, son seul focus, c'est Lilo. Fais un truc simple, y a pas de souci. Mais pourquoi tu te perds d'en montrer aussi que son travail est important quoi? En voulant faire les deux, aucun n'est intéressant. Enfin, pour moi, aucun n'est assez fort du coup. Pourquoi tu montres pas juste sa relation avec Elio? Ça pouvait être fort. Tu t'investis tout là-dedans. Tu le fais pas l'abandonner au camp là et puis tout va bien. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas.
C'est insupportable. On peut renommer le podcast comme ça, il y a toujours quelque chose qui va pas. Non, mais je fais pas exprès, je voulais l'aimer, mais tu vois, je commence à aimer ce personnage, et puis voilà, il y a tout ça qui arrive, et je me rends compte que, bon, Elio, c'est pas la priorité de sa vie, elle l'a récupéré, parce que bon, bah, fallait bien, enfin, c'est pas forcément vrai, mais j'ai ce sentiment-là, tu vois, chaque fois que le film m'envoie, c'est pas des bons signaux, quoi, donc je m'investis pas, il y a pas de menaces, pas de conséquences, il y a rien, enfin, il y a rien, c'est fort ce que je dis, non, il y a pas rien, c'est pas assez fort. C'est pas assez puissant tout ce qui se passe. On n'est pas sur un grand Pixar, mais on est sur une histoire, simple qui se tient et qui a réussi à m'avoir pas mal d'émotions, quoi. Voilà. Je reviens à ce que je disais par rapport au Dragon. C'est pas parce que fut un temps vous avez fait des trucs super que je veux m'attendre à aussi bien, quoi. Je veux juste une histoire qui va de A à Z, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas ce que j'ai dit. M'attends pas à exactement la même chose que les Pixar d'avant, mais avec une simplicité. Mais regarde Lucas. C'est bien plus simple qu'un Monde de Nemo ou Indestructible, et pourtant, il est dans le top 10 avec les autres, hein. Il est au même niveau que les autres, c'est pas la question. Quand je compare aux autres, c'est que Pixar a réussi, avec des univers complexes ou de la simplicité, il a réussi de plusieurs manières à décrocher une émotion incroyable. Et là, il utilise il y a aucun des deux. Je retrouve rien d'assez puissant pour atteindre le niveau d'émotion des autres, tu vois. Parce que l'enrobage est pas bon. Le film s'est tellement perdu avec ses différents réalisateurs, je pense, enfin ça c'est ma théorie, c'est tellement perdu, il y a tellement eu de changements que je pense que du coup ils ont pas pu se focus sur les personnages, et puis la création par exemple d'un univers beaucoup plus complexe ou autre chose, ou s'investir plus dans les personnages, enfin je sais pas. Après je joue pas trop cette carte là parce que tous les films ont des problèmes de production et non. Les Dents de la Mer ça a été une production et un tournage impossible, au final le film est un chef-d'œuvre, donc pour moi c'est pas une carte à jouer ça, la production. Bah si, parce que il y a des exceptions, des films qui ont eu des productions catastrophiques qui sont devenus des chefs-d'œuvre. Je dis pas que la production catastrophique donc c'est forcément mauvais. Je dis que je pense qu'il y a un lien et que pour le coup ils ont pas réussi à le surmonter, et en tout cas que c'est une des explications. La production mouvementée elle est pas catastrophique, juste le mec s'est barré pour aller faire Coco 2, les autres sont arrivés après, ils ont fait autre chose. C'est cette collision des deux mondes, le fait qu'il ait été construit comme ça, le film, qui fait que je pense que c'est une des raisons qui fait que j'ai pas été assez investi, parce que ils sont pas assez investis dedans eux-mêmes. Peut-être, ouais. C'est une théorie, hein, je prétends pas avoir la vérité, mais tant mieux si toi tu as trouvé ton bonheur, hein. Bah je trouvais que Pixar est quand même encore du rêve à me vendre, voilà, c'est deux petites notes d'espoir récentes pour Pixar quand même. Non mais malgré les déclarations de Pete Docter, il va quand même y avoir quelques projets originaux. Là il y a Hooper qui arrive, alors je sais pas si c'est un préquel sur le borgne de Mille et une pattes, mais pourquoi pas. Et il y a Gâteau, donc le wannabe Flow par le réalisateur de Luca. Après on va se taper l'enfer avec Indestructible 3 et Toy Story 5. Non mais bon. Tu parlais de projets originaux, voilà les projets originaux, hein, un wannabe Flow et un wannabe Avatar. Non mais c'est pas parce que c'est un chat que c'est tout de suite un wannabe Flow, quoi. C'est le même principe, tu vas suivre la vie d'un chat de ce qu'on en sait, évidemment. Apparemment c'est un chat poursuivi par des mafieux, ça n'a rien à voir avec Flow. Peut-être que ça aura rien à voir. De ce qu'on en sait aujourd'hui, ça me semble quand même bizarre que l'annonce d'un film original Pixar sur un chat qui va déambuler dans une ville intervienne juste après l'Oscar de Flow. C'est quand même une coïncidence incroyable. Oblivion, il est bien sorti en même temps que Moon, et les deux films ont beaucoup de points similaires, hein. Oui, non, mais ça peut être un hasard complet, mais bon, connaissant le cynisme de Disney, moi j'ai du mal à y voir un hasard total. C'est l'annonce des projets ne me donne pas confiance. Elio, quand il a été annoncé, là je me dis oui, là Pixar peut se démarquer avec ça. Je suis assez pessimiste sur l'avenir du studio. Là, je pense qu'on va se taper... allez, à la limite... Non, Coco 2, c'est même pas la peine. Je pense qu'on va se taper la Triforce du désespoir, là. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que Elio m'embête à ce point-là, c'est que je voulais l'aimer aussi parce que l'avenir est pas très radieux, et je me suis dit c'est peut-être un des derniers potentiels bons films avant longtemps. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis aussi chafouin avec ça, parce que je me rends compte que le dernier super bon film de Pixar, c'était Luca pour moi. Ouais, 2021. Ouais. C'est chaud, hein. Après, moi, je réitère, j'ai trouvé Vice Versa 2 sympa. Mais voilà, entre sympa et super, il y a un escalier, quoi. On vous renvoie à notre vidéo dessus. Bon, bah, voilà. Moi, je conseillerais quand même de lui donner
donner sa chance parce que le flop, il est pas mérité, surtout face à l'immondice absolue que de Lilo et Stitch. Non mais oui, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais évidemment, le film vaut bien plus le coup d'être vu et soutenu que toutes ces immondes merdes qui ont marché récemment en salle. Mais évidemment, mais bon, c'est vrai que faut toujours le préciser, c'est pas une honte totale, ça reste un divertissement de qualité. Voilà, c'est juste il m'a déçu à la hauteur des attentes et du potentiel qu'il pouvait avoir. Mais évidemment que ça vaut bien plus le coup qu'un Lilo et Stitch ou qu'un Dragon ou toutes ces conneries qui, elles, ne proposent rien. Au moins, lui, il propose. On parle des remakes, pas des originaux. Oui, évidemment. Et puis aussi de cette saloperie de Disney qui a sacrifié Elio en le sortant juste après Lilo et Stitch parce qu'il savait que Stitch allait rapporter le milliard en vendant des peluches et tout ça. Alors qu'ils avaient sacrifié le Lilo et Stitch de 2002 en plus, donc la situation elle est pire que. Enfin. Non mais c'est des enfoirés quoi. Enfin, arrêtez de faire ça. C'est des monstres quoi. C'est des monstres. Mais oui, mais comme ça, après ils peuvent dire bah de toute façon on va annoncer des suites parce que de toute façon regardez quand on sort un truc original ça marche pas. Bah oui, bah en même temps. Bande de connards. Si vous faisiez la bonne promo, si Elio il avait eu l'avalanche que de Lilo et Stitch qu'on s'est tapé, bah putain. Bon bah voilà, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur Elio ? Allez-y quand même, moi je recommande, j'ai ressenti des choses et ça m'a fait du bien. Je voulais ressortir avec un sourire, c'est ce qui s'est passé, donc voilà. Très bien, moi je recommande quand même. Ouais. Allez quand même le voir, faites-vous votre avis et puis vous allez peut-être être satisfait comme Cartoons, donc bon ça mange pas de pain et puis c'est pas nul à chier, ça fait le taf. Ça casse pas trois pattes à un connard, voilà. Voilà, exactement. On va finir là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos 2 chaînes, à regarder les podcasts précédents, les vidéos précédentes. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao. Tchuss.